Simon Plante, content de te recevoir à nos bureaux de Team Factory. Nouvellement membre du Team Factory Club. On va en parler un peu plus tard. Mais pour commencer, parle-moi un peu, Groupe Plante, c'est quoi ça? Bien, le Groupe Plante, c'est une équipe. On est en gestion de patrimoine. On est 12 personnes. Notre histoire d'origine, notre équipe, on est un groupe qui est à l'intérieur de la financière Banque nationale. Donc, bien entendu, notre histoire d'origine puis notre cœur, c'est encore la gestion de portefeuille. On gère environ 1,4 milliard de dollars pour des clients à travers la province. Puis je te dirais, ce qui fait qu'on a l'élément de différenciation, en premier lieu, c'est notre ADN entrepreneurial dans notre gestion de portefeuille. Donc, nous, on investit en bourse comme un investisseur achèterait une PME. Donc, on a nos propres analystes, on décortique les entreprises, les compagnies canadiennes, on parle avec l'équipe de direction. Puis l'idée, c'est de dire, est-ce que je peux trouver des entreprises extraordinaires dans des secteurs prometteurs, à prix raisonnable, puis je vais les garder à long terme. C'était un peu la recette de notre succès. Puis évidemment, quand on parle de gestion de patrimoine, bien, on offre des conseils pour aider les gens à mesurer leur indépendance financière, gestion des risques, du crédit, planification successorale puis fiscale. Mais notre style de gestion de portefeuille, étant donné qu'il est très proactif, entrepreneurial, bien évidemment, on a des affinités naturelles avec le monde des entrepreneurs. Puis notre groupe, c'est notre autre élément de différenciation, c'est qu'avec les années, quand je parlais aux entrepreneurs puis je regardais ce qu'il y avait dans le marché, bien, on a ouvert un volet conseil d'affaires avec mon partenaire Émir Klébi. Puis pourquoi on a fait ça, c'est que traditionnellement, la gestion de patrimoine va donner du conseil pour l'entrepreneur, l'individu. Puis, il y a comme un mur qui sépare complètement l'entreprise. Puis l'entreprise se retrouve de son côté à se retourner avec son comptable, son directeur financier, le directeur bancaire. Puis il n'y a pas de communication. Oui, tu as vraiment raison. C'est ça. Puis pourtant, tu sais, en gestion de patrimoine, c'est quoi le patrimoine? Bien, c'est l'ensemble de tes actifs. Puis si je demande à un entrepreneur, c'est quoi tes actifs? Il peut me parler de son immobilier, ses placements, mais entre toi puis moi, un gros morceau de la valeur nette d'un individu qui a une entreprise, c'est sa business. Vraiment. Fait que la direction de l'entreprise va vraiment déterminer la santé financière de l'individu. Donc, à mes yeux, c'est inconcevable qu'on ne peut pas traiter ce volet-là. Puis c'est là, avec les années, ça fait 20 ans, puis comme je dis, on a différents types de clients, mais ce type de client-là, on voit qu'il y a besoin de conseils parce que c'est pas tous les dirigeants d'entreprise qui ont un chef des finances, un CFO, qui va les aligner sur sa structure de dette, la vision stratégique. Au Québec, là, on est quoi, 80-90% de petites, moyennes entreprises. Fait que la structure en arrière, on se débrouille avec les services du bord qu'on a autour de nous autres, mais souvent, ils ne sont pas à l'interne. Ils ne sont pas intégrés. Puis le quotidien de l'entrepreneur, c'est travailler sur ce qui est important, puis souvent, ce qui est important est urgent. Donc, les deux mains des opérations. Donc, cette vision-là n'est pas là. Donc, avec les années, ce qu'on a fait, c'est le service qu'on offre maintenant pour les entrepreneurs, c'est l'aider à, comment peut-il maximiser la valeur de son entreprise? Deuxièmement, bien, peut-être la personne passe à un prochain chapitre parce qu'il avance en âge. Bien, comment on peut trouver des partenaires à l'interne ou à l'externe pour que ça soit vraiment gagnant? Si, par contre, l'entrepreneur est ambitieux puis veut se bâtir une société par acquisition ou peut-être se bâtir un portefeuille de société ou même aller dans l'immobilier, bien, je pense que notre groupe, on a un des meilleurs réseaux, à mon avis, de gens d'affaires puis de professionnels qui peuvent amener justement l'entrepreneur à un autre niveau. Puis c'est là justement qu'on a tombé sur votre gang que je pense qui est extrêmement pertinent pour ces entrepreneurs-là, des fois qui sont honnêtement quand même isolés. Clairement. Puis tu sais, je pense que ça va être la ligne directrice de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Comment on fait pour maximiser la valeur d'une business? Soit pour la revendre, soit pour la pérennité de cette organisation-là, mais d'augmenter la valeur de la business va augmenter automatiquement la valeur et sécuriser l'entrepreneur à la tête de ce business-là. Parle-moi donc un peu du marché, parce que tu sais, on a parlé, nous autres, toi et moi, dans certaines discussions, mais là, en ce moment, on le sait, il y a un marché de vendeurs, il y a peu de relève en ce moment, il y a une disproportion claire au niveau de... Parle-moi donc un peu, le marché canadien ressemble à quoi à cette heure-là? C'est quoi, en quoi c'est une opportunité pour, parce que bon, il va y avoir de la relève à faire. Puis parle-moi un peu de ce marché-là, puis marché acheteur, marché vendeur. C'est quoi qui se passe au Canada à cette heure? Bien, ce qu'on observe, nous autres, c'est que ça fait 20 ans qu'on parle qu'éventuellement, il va y avoir une vague de baby boomers qui vont prendre leur retraite. Puis je pense que ça s'est matérialisé. Ça s'est pas matérialisé aussi vite que plusieurs l'anticipaient, mais là, on le voit. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui ont pris de l'âge. Ils ont été à la tête de l'entreprise plus longtemps. Puis là, c'est le temps d'une passation. Donc, je pense que le reprenant, ça va être une thématique qui va être
hyper présente dans les prochaines années. Puis le point que tu soulèves, il est pertinent. Parce que certaines sociétés ont des tailles tellement significatives que oui, ils ont déjà... Le propriétaire est encore là, mais il n'est plus opérateur. Il est stratégique, il est actionnaire, mais il y a déjà une équipe talentueuse autour de lui. Puis autour de ça, il va y avoir des joueurs stratégiques ou des fonds de capitaux privés qui vont faire des acquisitions. Là où il y a un peu un vide, c'est des sociétés de plus petite taille. Tu sais, exemple, nous, on a des clients de toute taille, mais je vais être plus granulaire. Je regarde les sociétés qui ont le BAIA, le bénéfice avant impôt amortissement, là, de entre 1 et 5 millions. C'est des entreprises à succès. L'entrepreneur, ça fait des années qu'il est impliqué, mais il n'y a pas nécessairement la taille où l'entrepreneur n'a pas eu le vouloir vraiment de bâtir une grande équipe. Ce qui fait que si cette entreprise-là vend, ben ça fait un vide dans l'organisation parce que l'entrepreneur, c'est lui qui est... Tout est dans sa tête. C'est lui qui a les relations. Puis c'est là qu'il y a un enjeu de trouver le bon acheteur parce que le joueur institutionnel ou le fonds de capitaux privés dit, ben si j'achète cette entreprise-là, je me crée un problème parce que j'ai un enjeu d'opération. Puis c'est là que trouver le bon maillage, ça devient beaucoup plus difficile pour ce type d'entreprise-là. Donc, ce qu'on observe actuellement dans le domaine spécifique que tu parles de fusion-acquisition, c'est un peu ce défi-là. Puis en fait, c'est excitant parce que c'est une belle opportunité, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont toujours rêvé d'acheter une PME. Il y a quand même ces maillages-là. Je pense qu'il y a un vide en ce moment qui doit être comblé. Puis c'est là que je pense qu'on peut adresser vraiment à cette clientèle-là des solutions concrètes, là. Puis c'était le cas, là, une petite PME, je ne sais pas, qui a 50, 60 employés, de commencer à s'afficher, de le dire. Là, l'entrepreneur, souvent, il l'a en tête, mais il ne sait pas par où commencer. Puis lui, écoute, il sait bien que le jour qu'il va commencer à mettre la pancarte, là, il n'ira pas planter une pancarte sur le gazon en avant. Là, tout le monde va paniquer. Parce qu'écoute, lui, il a un impact direct sur ses 60 employés. Fait que ça aussi, là, j'imagine. Fait que là, ça fait que le gars, il n'en parle pas trop. Il ne sait pas à qui, il ne sait pas comment embarquer. Fait que c'est sûr d'avoir des entreprises comme vous autres qui arrivent pour venir les accompagner un peu dans comment le faire. Mais souvent, ce que ça fait aussi, c'est qu'il a attendu un peu trop tard pour commencer à se positionner. Fait que là, on a une business qu'en ce moment, le gars, il est prêt à prendre la retraite, mais qui n'a pas structuré en conséquence de. Fait que là, c'est sûr qu'il faut prendre des décisions puis y aller. Team Factory, on a des discussions ensemble, justement, pour être capable d'aller aider ces belles entreprises-là. Pourquoi? C'est pour les gens peut-être qui ne me connaissent pas, Team Factory, ben nous, on a développé une méthodologie. On est rendu à pas loin de 450 organisations dans le monde, en France et ici au Canada. Dans le fond, c'est pas compliqué. Nous autres, on s'est inspiré du sport. Pourquoi les Canadiens de Montréal, quand on joue contre Boston, c'est pas les mêmes trios sur la glace quand on joue contre Toronto? C'est parce qu'il y a des gens qui font de la schématique d'équipe. Fait que nous autres, on a pris cette science-là puis on a amené ça dans les organisations. Puis ça nous permet de schématiser. C'est une lettre, un chiffre, ABCD 1, 2, 3, 4 qui nous amène une clarté. Parce qu'on le sait tout, on l'a tout le temps dit, le succès d'une business, c'est le bon humain, c'est la bonne chaise. Mais là, nous autres, on a arrêté de le dire de façon bien inspirante dans les conférences. Là. On a fait une vraie stratégie, une vraie méthode. C'est noir-blanc avec un système, avec une technologie qui suit la machine, puis qui nous permet vraiment de structurer puis d'accélérer cette structure-là, puis d'aller chercher rapidement la performance de cette organisation-là. Puis, c'est là que dans un... On parlait de maillage d'organisation, c'est là qu'on parle de rachat, on parle de relève de business. Comment tu vois un peu l'aspect valorisation d'une entreprise puis sa structure organisationnelle? J'aimerais ça... qu'est-ce qui fait que tu vois en Team Factory une partie de cette solution-là pour aider ces transferts d'organisation-là qui va se passer dans les prochaines années? Bien, quand on dit aux entrepreneurs, on vous aide pour maximiser la valeur de votre entreprise, pour plusieurs propriétaires de PME, c'est un peu un langage étranger à eux. Puis moi, je trouve ça un peu ironique parce que moi, je viens du marché du secteur public. Quand j'investis dans une société publique, le premier mandat qu'un dirigeant d'entreprise d'une société en bourse a, c'est maximiser la valeur de l'entreprise. Pourquoi? Ben, c'est simple, c'est quand tu diriges une entreprise cotée en bourse, là, ben écoute, entre 9h30 puis 4h à chaque jour, tu l'as dans le visage un graphique qui dit c'est quoi la valeur de ton action. Puis son rôle au PDG de cette société-là, c'est maximiser la valeur pour que l'entreprise que les investisseurs aient le maximum de rendement sur le capital investi. Puis s'il ne fait pas son travail, il y a des comptes à rendre auprès du conseil d'administration puis des actionnaires. Il ne peut pas se cacher. Là. Non, c'est ça. Tandis que quand tu as ta propre PME puis tu as un actionnaire puis ça donne que c'est toi-même, tu es peut-être un peu plus indulgent. Puis
Le propriétaire de PME, il n'a pas la même équipe. Donc, lui, il n'a pas ce décalage-là pour prendre un pas de recul pour vraiment s'investir dans ce qui est stratégique, puis entre autres, la maximisation de la valeur d'entreprise. Il y a plein de petits feux à atteindre, il y a d'autres priorités, puis il va toujours mettre ça de côté. Pourtant, c'est hyper important, puis je veux revenir sur le point. C'est pas juste important de maximiser la valeur d'entreprise en fonction d'une transaction de vente ou d'achat, parce que même si finalement, il n'y aura aucune transaction, tu ne le regretteras jamais. Puis je vais revenir là-dessus. Maintenant, la première question, le monde qui nous écoute dit c'est quoi, comment tu peux maximiser la valeur d'une entreprise? Puis je vais donner, écoute, on pourrait se parler toute la journée de ça, là. Mais je vais juste donner quelques exemples, puis après, on va revenir justement avec Team Factory. Pourquoi votre équipe, je pense que c'est pertinent. Tu sais, premièrement, premier point, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent disent moi, je ne serais pas à vendre. Mais tu le sais pas. Tu le sais pas quand tu vas avoir un coup de fil. Exact. Puis les décisions que tu as prises il y a 36 mois, il y a 3 ans, il y a 2 ans, vont avoir un impact sur ta valorisation aujourd'hui. Fait qu'il y a personne qui peut dire avec certitude qu'ils ne vendront pas dans 3 ans. Puis quand tu vas avoir cet appel-là, ce ne sera pas le moment de mettre de la valeur dans l'entreprise, c'est tous les efforts que tu as faits dans le passé qui vont être reflétés à ce moment-là. Puis à ce moment-là, tu vas avoir pleinement la valeur. Puis si tu n'es pas à vendre, mais que tu as des ambitions de croissance, puis tu veux acquérir des sociétés, ben c'est pas intéressant d'avoir une entreprise saine qui est pleinement maximisée à présenter à ton banquier ou à des investisseurs si tu veux ouvrir le capital. Puis comme je disais tout à l'heure, si tu n'as pas fait ce travail-là, tu vas tellement avoir fait le ménage dans ton organisation que peu importe, ça ne sera pas de l'énergie qui va être dépensée. Donc là, je reviens au point, je dis, comment tu maximises? Je donne juste des exemples. Okay? Disons, il y a un investisseur qui t'appelle, puis dans 3 ans, puis finalement, ça donne que tu es peut-être ouvert à avoir la conversation. Ben, ça va être quand même bien d'avoir déjà fait rêver, d'avoir aidé ton acquéreur potentiel à rêver. Puis je m'explique. Quand une société publique sort ses résultats à chaque 3 mois, elle a toujours une présentation aux investisseurs. Puis elle va toujours permettre à l'actionnaire, je dirais entre guillemets, de rêver. Je m'explique. Est-ce que tu as fait l'effort de cartographier un plan, de dire, moi, je crois à mon industrie. Voici où mon industrie va se diriger dans les 5-10 prochaines années. Puis pourquoi mon organisation, ma gang, on va avoir un chemin qui va croître encore plus rapidement que cette industrie-là. Voici, c'est quoi nos avantages concurrentiels? C'est quoi nos priorités? C'est comment quoi nos forces? Comment on va battre le marché? Ouais, comment on va battre? Déjà, si tu fais cet effort-là, c'est juste un effort de vision, de stratégique, un nouvel acquéreur, s'il se présente, bien, il va voir vraiment clairement cette image-là. Puis ce travail-là, tu ne le perdras jamais parce que tu peux le prendre, puis tu peux en parler à ta gang, puis la répéter, puis les motiver. C'est sûr que là, tu n'achètes pas juste une business. Tu achètes une business dans une industrie avec une recette qui bat le marché. Là, c'est sûr que c'est intéressant tabarnouche pour un acquéreur. Là. Ben oui, exactement. Puis tu peux même rêver en disant, moi, si j'avais l'ambition de faire des acquisitions, puis peut-être je vais l'avoir, c'est quoi mes cibles? Exact. Tiers 1, tiers 2, tiers 3. Comme ça, si quelqu'un t'approche avec une cible, tu vas toujours te rappeler, c'est-tu la bonne acquisition pour moi? Parce que des fois, des transactions de tiers 3, c'est que tu vas immobiliser toute ta gang, ton équipe, pour une transaction qui ne vaut pas nécessairement la peine puis va coûter beaucoup en temps et en énergie. C'est laquelle qui est vraiment un signal fort puis laquelle c'est juste du bruit. Ton futur acquéreur, lui, va voir tout ça. Le troisième point aussi qui me vient à l'esprit, c'est souvent les entrepreneurs, quand ils pensent vendre, le premier réflexe, ils disent, là, c'est le temps de mettre mon entreprise belle, OK? Puis par belle, c'est je veux du profit. Parce que souvent, la valorisation d'une entreprise, ils vont dire, moi, mon industrie, ça se transige à 4 ou 6 fois le profit, fait que je veux gonfler le profit. Puis comment je fais ça? Je coupe des dépenses. C'est ça. Là, on est une année de cheap. Là, on coupe partout. Là, on maquille. Là, on est dans le maquillage. Oui, c'est ça. Fait que là, souvent, c'est le terme, on met belle la mariée. Mais l'histoire, c'est que je pense que c'est l'inverse. Des fois, il faut que tu continues d'investir. Moi, j'ai un de mes clients qui a une entreprise phénoménale, puis il dit toujours, Simon, il dit une business, ça se fait acheter, ça se met pas en vente. Une bonne business, ça se fait acheter. Faut comme si l'acheteur arrive, tu es en plein dans ton parcours, puis tu te fais couper ça, puis tu étais déjà en processus. Clairement. Puis comment tu peux investir, tu sais, je donne juste un exemple, mais bien investir dans un ERP. Si ton acquéreur il est capable de voir que ton entreprise a un cerveau numérique qui permet vraiment d'extraire de la donnée pertinente, quel produit est vraiment rentable? Mes finances, je suis capable de sortir du data. Clarté sur le data. Oui, exactement. Mon équipe,
Ça tombe exactement dans le rôle de Team Factory. C'est qui mes joueurs clés? C'est qui peut croître dans l'organisation, qui peut m'amener à un autre niveau? Qui a de l'intelligence dans l'entreprise qui va être bon, mais qui va être mes bons leaders? Puis si le propriétaire n'est plus là, le trou vacant, ben, je vais être capable de trouver un persona à combler ce trou-là. Donc, ces investissements-là, des fois, c'est pas intéressant. C'est important, mais ça peut toujours être retardé. Mais quand c'est fait, ça va vraiment t'aider à maximiser la valeur de ton entreprise parce que là, tu vas rassurer ton acquéreur. Puis je reviens, si finalement, il n'y en aura pas d'acquéreur, est-ce que tu vas vraiment regretter d'avoir clarifié ton chemin? Mais non, ça, tu ne vas pas regretter d'avoir clarifié ton chemin, d'avoir justement identifié des cibles d'acquisition, d'avoir aussi fait le ménage dans ton organisation, d'avoir un cerveau numérique. Mais souvent, ce qui arrive, moi, ce que je remarque, c'est parce que... Bon, plutôt, c'est ça, on est entouré d'entreprises, on passe notre vie dans des business. C'est un privilège d'ailleurs qu'on a. Mais souvent, tu sais, moi, de toute façon, Team Factory, ça le dit, il y a beaucoup d'analogies avec le sport. J'ai toujours dit que nos business, on aurait dû apprendre du sport. On serait pas mal moins con aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait qu'une équipe de sport, mettons une équipe de hockey, en plein milieu de saison, tabarnouche, le coach peut sauter, des décisions ultra pragmatiques? Ben, c'est parce qu'il y a un sentiment d'urgence. C'est pas compliqué, là. Il me reste tant de matchs à gagner, sinon je ne fais pas les séries. Là, ça crée un sentiment d'urgence qui nous donne soif de cette réalité-là de réponse, qui nous donne le courage pour agir, puis c'est là, c'est demain matin. Là. Mais souvent, les entreprises, le problème, c'est qu'ils perdent ce sentiment-là, puis ils n'ont pas faim. T'sais, ils disent qu'ils ont faim, là, mais ils n'ont pas faim. Puis moi, ben, c'est ça que j'essaie d'amener à nos clients, c'est de dire, écoute, c'est pas compliqué. Là. Voilà, il y a une coupe Stanley à aller chercher à chaque année. Prends des décisions dans ton année, le maximum de clarté, puis prends des décisions pour y arriver, mais d'avoir cette espèce de soif de clarté-là, puis de se donner un sentiment d'urgence, que tu vendes ou pas. C'est pas grave, tu vas gagner. Ça, c'est clair. T'sais. Puis ça, mais cette notion-là, clairement, je trouve que ça manque dans beaucoup de nos business. Puis oui, la notion de... Tu sais, nous autres, quand on a commencé Team Factory, c'est pas compliqué, on avait un but. On pensait beaucoup à nos financiers. Parce que, tu sais, là, en ce moment, il y a une transaction. Sur Excel, c'est pas compliqué, tu es capable de le savoir si ça marche pas. Ça, c'est le bout facile. Mais le bordel, c'est l'humain après. Là. C'est quand toutes tes deux gangs se rentrent dedans, là, puis là, on réalise que c'est où que ça craque, puis c'est où ça va pas bien. Puis là, après ça, ben, c'est ça qui est compliqué pour ramener la business à rentabilité par la suite. C'est le bordel humain que souvent on sous-estime. Puis moi, ce que je trouvais qui me manquait en ce moment, c'était d'être capable d'aller mesurer cette affaire-là. On peut-tu mesurer l'impact humain dans une organisation? Puis ça veut dire que là, tu as des résultats financiers qui sont comparés, qui amènent à une transaction. Puis en plus, tu as une clarté sur tes équipes, puis tu es capable de prédire exactement là où ça va mal aller, là où ça va gagner. Tes leaders des deux côtés sont où pour être capable de les mettre sur ces bonnes chaises? Fait que tu sais, nous autres, la méthodologie, c'est pas compliqué. Une business, là, tu as des team leads puis tu as des tech leads. Tu sais, c'est pour ça que nous autres, dans l'approche qu'on a, un humain dans une business, c'est un cœur deux mains. C'est pas compliqué, là. C'est un niveau d'engagement, c'est un niveau de leadership qu'il va avoir au sein de l'équipe, puis c'est une compétence technique. Mais un coup que toi, tu as fait une schématique de ton équipe, de ton organisation, puis après ça, tu procèdes à l'acquisition ou à une transaction, bien, tu compares après ça la cartographie de la business que tu achètes, tu la compares avec la tienne, tu détectes les team leads, les tech leads de chaque bar, qui va être tes gardiens techniques, qui va être tes leaders de troupe, puis que ça, tu le schématises, bien là, ça facilite la vie en tabarnouche. Mais c'est ça qui n'est pas fait en ce moment. Fait que souvent, bien, ils vont l'apprendre après. Fait que c'est pour ça que d'arriver, exemple, dans un due diligence, comme ça m'arrive, moi, avec des entreprises, ils me mettent dans le due diligence, ils m'amènent à aller faire une cartographie de la future entreprise. Après ça, d'avoir un diagnostic humain. Après ça, avec un diagnostic de chiffres. Là, tu as tous les angles morts pour être capable de faire la bonne stratégie. Puis c'est ça, je pense, qui est la force de... Il y a un marché en ce moment qui est à maturité. Il va y avoir plein d'opportunités absolument incroyables qui va s'en venir. Mais comment, avec un financier comme toi, avec une stratégie après ça de structure d'équipe pour maximiser ça avec une clarté, puis avec du data, bien là, je pense que là, on a tout pour gagner. Là. Je pense que c'est ça qui est la complémentarité du truc.
La conversation qu'on a avec les entrepreneurs, c'est, premièrement, il faut qu'ils s'identifient, ils sont qui comme entrepreneurs. T'es où, toi? Exact, parce qu'il y a des entrepreneurs, je vais appeler, c'est des jardiniers constants. Ils aiment être impliqués dans les opérations. Ça va être des entreprises super rentables, puis ils acceptent le fait que lorsqu'ils vont vendre, l'entreprise ne sera pas autant autonome. Ça va affecter la valorisation. Mais entre-temps, ils sont bien, ils sont heureux avec ça, puis c'est correct. Après, je dirais, il y en a 2 autres catégories. Tu as le propriétaire actionnaire. Puis lui, justement, souvent, l'entrepreneur, il est opérateur. Puis il ne se voit pas vendre son entreprise. Puis c'est correct. Des fois, il y a des entrepreneurs qui sont fatigués, épuisés, arrivent à un moment dans leur vie, puis qu'il y a un acquéreur stratégique qui fait un offre, puis ils prennent le chèque. Puis quand ils reçoivent le chèque, ben, ils font affaire avec nous. Moi, je vois le post-transaction. Des fois, je rencontre ces entrepreneurs-là, puis il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, se sont écoulés. Puis, ils s'ennuient. Ils prennent un pas de recul, puis ils auraient peut-être fait les choses différemment. Puis souvent, ce qu'ils auraient fait différemment, puis qui a un lien avec votre groupe, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout porter sur tes épaules. Donc, à un certain moment dans ta vie d'entrepreneur, tu te dis, moi, j'ai des clients là, qui ont été dans les opérations, qui sont encore propriétaires à 100% de l'entreprise, mais ils ont pris le temps de bâtir une équipe, une relève à l'interne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont là pour des conseils d'administration, ils sont là pour la vision stratégique, ils ont du plaisir, mais ils ont 75 ans, puis ils ont encore leur entreprise. Puis ça aussi, c'est correct. Mais à un certain moment, il faut prendre la décision de prendre ce pas de recul-là, puis de travailler sur ton équipe. Puis comme tu as dit avec l'analogie du sport, c'est que nous, on n'a pas 80 matchs, puis tu sais que ça s'est terminé après, puis tu as les séries qui embarquent. Donc, l'entrepreneur, il peut toujours retarder ce travail-là. Sûr. Mais ce travail-là prend beaucoup d'années. Donc, le plus tôt, c'est le mieux. Puis, je pense qu'avant, c'était difficile parce que c'est un peu à l'aveuglette, c'est à l'intuition. Mais aujourd'hui, puis entre autres avec votre logiciel, tu peux de plus en plus schématiser puis commencer en disant, on va donner un mandat pour cartographier, puis à partir de là, on fera notre plan de match. Puis contrairement à ce que le monde dise, l'humain, ça se mesure. On dirait qu'on a aimé ça, vivre au pays des licornes, puis dire, bon, mais les RH, c'est comme ça, l'humain, mais tu sais ce que c'est. Mais ça a amené nos entreprises là, à avoir des zones de flou, mais immenses dans une organisation. Puis moi, je dis tout le temps, c'est pas compliqué. Le courage, si tu veux faire preuve de courage dans ton organisation, il faut de la clarté. Rouler 120 sur l'autoroute quand il y a de la brume, écoute, ça ne nous tente pas. Mais quand il fait beau, puis écoute, gros soleil, ça va bien, tu sais. Fait que la notion d'amener cette clarté-là pour que nos entrepreneurs, premièrement, ils découvrent le potentiel dans leurs équipes, puis en même temps, comme tu dis, être capable de mieux structurer, prendre une suite de bonnes décisions qui va t'amener à un certain confort en tant qu'entrepreneur, peu importe le chemin que tu vas prendre, bon, au moins, tu vas savoir ce que tu t'en vas, là. Mais c'est ça. Puis ce qui bloque, je pense, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ça fait 10, 15, 20 ans que la business va quand même bien, fait son profit, ça maintient le style de vie pour l'entrepreneur, puis il n'y a pas cette urgence-là. Puis je reviens à mon autre point, c'est le troisième. Ben là, ça, c'est l'entrepreneur vraiment entrepreneurial avec un E majuscule. Lui, ce qu'il veut, c'est maximiser la valeur de l'entreprise, puis là encore, ou faire des acquisitions. Puis c'est là que c'est important, justement, c'est l'aspect humain. Parce que quand tu tombes dans cette talle-là d'entreprise, souvent, l'entreprise, il va avoir des lacunes au niveau du talent. Puis nous, on a toutes sortes d'acquéreurs. Donc, l'acquéreur stratégique, il est capable rapidement, quand même, comme tu as dit tantôt, de regarder son écosystème, regarder l'écosystème de la cible, puis faire des mariages. Après, tu as les fonds de capitaux privés, les private equity. Eux, c'est des acquéreurs professionnels. Donc, entre ta première et ta 10e transaction, tu as une intelligence du marché qui est là, tu as des réflexes, puis chaque entreprise est différente, mais les enjeux se ressemblent. Là où c'est plus difficile, c'est dans le repreneuriat pur. Donc, un entrepreneur ou, disons, un cadre d'entreprise qui achète avec des partenaires financiers sa première entreprise. Ou une PME qui est bon dans ce qu'ils font, puis décide de diversifier leur actif, puis acheter une entreprise dans un autre secteur d'activité pour se bâtir un portefeuille d'entreprise. Diversification. Oui, diversification. Là tu as vraiment un enjeu. Puis là, c'est important d'en amont, idéalement, c'est vraiment de cartographier c'est qui tes joueurs, qui a une expertise, que c'est des ressources d'information, qui connaissent la culture d'entreprise, qui connaissent un historique de 10-20 ans d'entreprise, qui, dans l'organisation, vont être capables de faire grandir les gens. Puis, inévitablement, il va y avoir des angles morts, des espaces vides. Puis, l'entrepreneur, souvent, prend tellement de place. Mais au moins, ça va te permettre de dire, moi, je peux-tu porter certains de ces chapeaux-là? Puis, tu sais, des chapeaux que j'ai pas envie ou je peux pas porter. Ben là, tu viens exactement de clarifier tes prochaines embauches. Donc, 100%. Ouais. Puis, tu sais, je pense aussi, là,
ce qui manque dans nos business, c'est un langage commun. Puis souvent, là, moi, je le fais, là, je rencontre des comités d'administration, puis on parle de leur gestionnaire direct. Là, on parle du directeur dans l'organisation. Puis quand on fait la cartographie, tu devrais voir ça, Simon, à quel point il ne parle pas la même langue. Hey, lui, écoute, c'est un tatoué. Mais non, pas tatoué pantoute. Écoute, puis là, on parle de directeur. Là. Imagines-tu, on n'est pas à 4-5 niveaux plus bas. Là, on parle de le directeur, le VP direct. Là. Puis déjà, ils ne se comprennent même pas. Fait que d'amener un langage commun. Fait que là, imagine quand l'entrepreneur part ou se dirige vers la retraite ou une vente, puis lui, il part avec tout son feeling qu'il avait, son intuition qu'il avait, puis il n'y a aucun langage commun dans l'organisation en dessous. C'est là que c'est compliqué en tabarnouche. Fait que là, nous autres, d'amener un langage commun dans le business à cette heure, parce que sinon, moi ce que j'ai vu, c'est d'ailleurs ce qui a amené notre méthodologie, c'est qu'avant une business, là, soyons honnêtes, là, ça roulait sa notion de bon, pas bon. Il est bon, il n'est pas bon. Mais moi, ça, là, demande à quelqu'un de 56 ans, un gars de 23 ans, une fille, une Française versus une Canadienne, c'est qui un bon et un pas bon? Personne ne sait c'est qui. Puis ça fait 100 ans qu'on structure des business à la notion de bon, pas bon, mais personne ne sait c'est qui. Fait que fallait éliminer ça de nos organisations parce que clairement, ça a foutu le bordel dans nos business parce que, moi, je dis tout le temps, hein, prends le pire tueur en série. Tu sais, ton gestionnaire que tu as eu, là, que ça a été l'enfer, là, il y a quelqu'un qui l'a nommé qui le trouvait bon. Hein. Fait que ça laisse trop de place à l'imagination et à la créativité. Tandis que là, nous autres, c'est un système standard qui va pouvoir se transmettre. Fait que même si après ça, on a des personnes clés de l'organisation qui se tassent ou jouent un rôle différent, bien, le langage commun va être établi et on va s'assurer que tout le monde dans l'organisation parle la même langue. Ça, c'est bon aussi pour la culture d'entreprise parce que, comme tu as mentionné, le défi qu'il y a, c'est qu'un bon ou un moins bon employé, la définition va changer selon chaque individu. On a toutes des valeurs différentes. Donc, tu as des gens qui ont plus d'expérience, des années, qui ont une éthique de travail qui est différente aux nouvelles générations. Puis là, ils vont les juger. Mais la réalité du marché du travail, cette nouvelle génération, c'est comme ça qu'elle la voit, puis il faut s'adapter. Maintenant, comment qu'on peut s'entendre? Ben, c'est clarifier c'est quoi un employé engagé qui n'est pas engagé avec une métrique qui est vraiment universelle dans l'organisation. Fait que là, on va dire, ça, là, malgré tous nos biais personnels, ça, c'est la définition de tout le monde. Et voilà. Puis ça, je pense que c'est important aussi parce que quand on a des acquéreurs qui viennent de l'externe, exemple, qui connaissent la grande entreprise, puis ils ont toujours rêvé d'être dans l'entrepreneuriat, quand ils font le saut dans la PME, à 99% du temps, il y a un clash de culture. Clairement. Puis, ces surprises-là, justement, d'une part et d'autre, peuvent être recalibrées en professionnalisant la PME. Puis, en première étape, en disant, ben notre gang, il faut qu'on ait un langage commun pour savoir qui contribue, comment on définit la méritocratie dans notre équipe. Puis ça va être un travail, je pense, qui est absolument nécessaire, puis il va l'être davantage. Hein. Puis ce qu'on voit aussi dans la transformation, des organisations, c'est qu'avant, l'erreur aussi qui a compliqué nos organigrammes, c'est que la façon de valoriser un employé, c'était automatiquement par la gestion, le management. Oui, le promouvoir, oui. Puis ça fait que parfait. On a commencé à business, il y a 20 ans, il y a 25 ans. On était 3-4. Écoute, il y avait ma femme dans le truc, un de mes enfants. Puis là, après ça, on se retourne, on regarde en arrière, on a 250 employés, puis on regarde notre organigramme, là, puis on le sait qu'elle a une drôle de face. Là. Puis là, on ne sait pas comment, mais on a un drôle de feeling. Là. Ou des fois, ce qui va arriver aussi, c'est qu'on se dit, faites des mathématiques. Moi, je dis tout le temps à nos entrepreneurs, recule la cassette un peu au début de ta business, là. Fais tes ratios. Fait que des fois, l'entrepreneur va me dire, ben écoute, Martin, moi, c'est pas compliqué. J'ai été longtemps, j'étais tout seul, puis j'avais 50 personnes de mon équipe, j'étais tout seul. À cette heure, on est rendu 150, j'ai 8 gestionnaires. Fais le ratio, là. Nombre de têtes par gestionnaire. Écoute, ça marche plus, là. Mais pourquoi? C'est parce que, sans s'en rendre compte, on a sacré du monde ces mauvaises chaises, puis il n'y avait pas la compétence de leadership qu'on pensait. Il était super expert technique, mais par contre, dans le rôle de gestion, il n'est pas sa bonne chaise. Fait que là, on a réduit le public en dessous. Mais ça, c'est des erreurs qui ont été faites par manque de clarté. Fait que l'idée de cartographier, c'est que ça nous permet d'être beaucoup plus efficient dans la structure puis de s'assurer qu'on est capable de prendre des décisions qui vont être aussi financièrement beaucoup plus rentables parce qu'on va être beaucoup plus efficace. Moi, j'ai une question pour toi. On dirait, puis moi, c'est un feeling que moi j'ai, là. Ça se peut-tu que les entreprises, on dirait, qui font de l'argent, deviennent un peu paresseuses? On dirait que moi, je vois des choses dans des organisations très, très, très rentables
c'est des montgolfières sur une plage que ça marche pas, là. Puis on est-tu trop tolérant? Est-ce que la rentabilité d'une organisation peut devenir l'ennemi de la performance? Bien, moi, ma réponse, je vais te répondre, le défi qu'il y a pour l'entrepreneur, c'est le confort. C'est ça, hein? Parce que quand éventuellement l'entreprise génère assez de rentabilité, que l'entrepreneur il a un style de vie qui convient, puis il n'y a pas nécessairement plus d'ambition financière, puis c'est bien correct, certains y atteignent, j'appelle ça, moi je dis le chiffre magique. Tu sais, on a tout un chiffre de satisfaction. Ouais. Donc, quand à un moment donné, l'entreprise devient avec une certaine taille, l'entrepreneur, écoute, il est heureux avec la taille, il est sur son X, il est bien à l'aise, puis il apprend son DG qui veut pas perdre sa job, de pas trop jouer avec la machine. Bien, c'est là il y a un certain confort. Puis moi, mon point, je dis, c'est pas mauvais, parce que dans le sens que c'est l'entrepreneur, c'est sa business. S'il veut que ça soit de même, c'est correct. Il faut juste, par contre, qu'il ait la lucidité d'accepter qu'il y a un coût. Puis le but, c'est de l'expliquer, ça. Parce que moi, je pense un des coûts aussi, puis c'est pour ça que je parle à mes clients qui ne veulent pas vendre leur entreprise nécessairement de ta cartographie, c'est qu'on a un enjeu de main-d'œuvre. Puis tranquillement, stagner comme ça peut avoir un coût, c'est l'entropie. Puis l'entropie, tu peux le vivre aussi au niveau des ressources humaines. Parce que là, on parle depuis tantôt là, d'entrepreneur, là, mais on va faire une pause puis on va parler de l'employé. Moi, souvent, je rencontre, tu sais, j'ai pas juste des entrepreneurs dans ma clientèle, j'ai des salariés. Puis moi, à travers 20 ans, j'ai rencontré des gens ordinaires qui ont bâti des patrimoines extraordinaires en étant salariés. Puis quand tu es un employé, il faut que tu te vois comme une petite PME toi aussi. Tu veux bâtir ton patrimoine, c'est tes revenus, ton salaire, comment tu gères tes dépenses. Il y en a des bonnes que tu devrais assumer, puis il y en a d'autres que tu devrais revoir. Tu as de la dette, puis tu as des avoirs. On va revenir. Le plus important, moi, je pense, c'est le salaire. Puis ça, c'est ton oxygène. Fait que même si tu cafouilles financièrement, mais que tu as une bonne paye, ça pardonne. Puis là où je m'en vais avec ça, c'est que si tu veux améliorer ton sort financier, il faut que tu sois dans la bonne table. Fait que je te donne un exemple. Tu as un oncle que tu apprends, tu as un oncle qui est décédé, puis tu vas hériter d'un vignoble. OK? Puis là, tu sais pas c'est où. Ben, je veux dire, entre un vignoble d'un canton de l'Est puis Bordeaux, puis j'ai rien contre les vins québécois, mais si tu avais à choisir, probablement, tu aimerais peut-être... Clair. C'est ça. Fait que toi, en tant qu'employé, si tu veux t'émanciper professionnellement et aussi financièrement, ton terroir, la PME dans laquelle tu vas atterrir, si tu as choisi d'être dans la PME, est ultra importante. Parce qu'il y a des entreprises, des PME, des fois, tu vas avoir des gens hyper talentueux, puis à un moment donné, il y a un plafond de verre. Pourquoi? Parce que le prochain rôle qu'il veut prendre, c'est prendre le fils du fondateur qui va l'avoir. Fait que rêve pas de passer par-dessus. C'est son enfant. Fait que soit tu acceptes ça ou tu dises, qu'est-ce que je fais? D'autres, il y a des organisations qui n'ont pas nécessairement mis l'ADN sur faire grandir sa gang puis avoir l'ambition. Puis c'est là que je reviens à mon entrepreneur qui est dans son confort. À un certain moment, les gens les plus talentueux puis qui sont de plus en plus allumés, plus en plus informés avec tous les podcasts, à un moment donné, ils vont dire, dans l'équation, est-ce que je suis dans la bonne entreprise? Puis si tu veux garder ton monde, peut-être à un moment donné, c'est pas de devenir le prochain Elon Musk, mais quand même de revoir ta manière de faire puis de dire, est-ce que ça vaut la peine de garder le statu quo où je réinvestis puis je commence à me métamorphoser pour devenir ce que je dois être pour que mon monde reste. Parce que le monde, ils vont suivre un leader qui les amène où il veut être dirigé. Puis l'employé, finalement, il va falloir qu'il choisisse une PME, puis c'est la pépinière des emplois au Québec, ça reste les PME, mais il faut que tu choisisses une PME qui est capable de dire « Hey, viens t'asseoir avec moi. » Puis moi, là, je vais t'expliquer que si tu évolues, on peut t'accompagner. Parce que nous autres, voici notre processus. Notre monde, là, on n'est pas Big Brother qui te surveille, mais on les mesure parce qu'on veut leur donner une rétroaction, on veut donner les outils, puis à l'intérieur de ça, on veut identifier qui a du talent de savoir-faire, mais aussi de savoir-être. Puis si tu as un savoir-être puis tu veux grandir, écoute, tu ne passeras pas inaperçu chez nous. Fait que si une organisation fait ça, imagine sa capacité d'aller chercher du talent puis de ramener tout le monde sur le même dénominateur. Comme ça, tu évites des enjeux où il y a des conflits internes parce qu'il y a des enjeux de valeur, comme on mentionnait précédemment, parce qu'il n'y a pas de cible ou d'accompagnement des employés qui est clair, bien évidemment, ça va avoir un impact. Fait que je reviens à mon entrepreneur qui est un peu assis sur ses lauriers parce que ça va bien, puis dans le fond, il ne se voit pas vendre. Bien, où tu vas être dans 10 ans dépend de ce travail-là. Parce que
à un moment donné, toi, tu avances en âge, puis tes capacités vont être limitées. Puis à un moment donné, si tu veux rester, il faut que le bâton passe à d'autres gens. Ben, c'est le temps tout de suite d'avoir l'écosystème qui va permettre à ces gens de grandir là. Parce que quand tu vas avoir 65 ans, ben, tu le sais que justement, tu auras planifié ta relève. Puis ton entreprise va être pérenne. Tu vas pouvoir rester actionnaire. C'est vraiment bon ce que tu amènes. Tu as raison, parce que là, c'est là qu'on voit le combat aussi qui se passe dans la tête de l'entrepreneur. Tu sais, mettons que moi, j'ai atteint mon fameux chiffre magique, je gagne bien ma vie, pour vrai, j'en ai même plus que j'en ai de besoin, j'ai mon fils qui est là qui va prendre la relève, ça peut être une décision de me mettre sur le cruise control, d'aller comme ça. Par contre, ça peut devenir l'ennemi de ta rétention. Parce que là, tes talents qui sont à l'intérieur, tu es allé recruter dans le temps que tu étais dans ton prime, tu es allé recruter les meilleurs du marché. Mais là, tu viens de fermer la porte des opportunités parce que là, bon, ben, toi, tu as atteint ton chiffre magique, puis là, la business, elle stagne. Fait que là, ce qui peut arriver, c'est qu'à un moment donné, si tu fais pas une passation intéressante pour garder quand même une certaine vibe de développement puis d'opportunité dans ton organisation, ben, tu risques de perdre tes talents. Fait que là, tu commences à virer à l'envers dans la roue. Là. Fait que là, ça commence à être complexe. Puis t'offres-tu un cadeau à ta relève familiale en faisant ça? C'est ça, il faut que tu poses une question. Parce que ton enfant, lui... Là, tu lui donnes une business qui est contaminée parce que tous tes talents sont partis. Puis là, tu as un problème de rétention. Fait que là, tu viens d'y... C'est un cadeau empoisonné. Là, tu y passes une business avec plein de problèmes RH. Puis fait que là, c'est pas nécessairement le cadeau qu'on veut faire. Ben c'est ça. Fait qu'une planification familiale doit se faire en prenant en compte l'entièreté des employés. OK, il faut que le message soit communiqué, il faut identifier les joueurs clés, puis il faut s'assurer qu'ils restent. Puis peut-être ça vaut la peine de partager l'équité avec eux autres, peut-être avoir des discussions franches ou de clarifier leur futur rôle. Parce que ces transactions-là, justement, c'est lourd de conséquences pour le futur acquéreur. Puis c'est pas évident pour un enfant qui prend la relève d'une entreprise familiale. Tu sais, moi, je donne toujours le même exemple. Un avion sur le tarmac, tu mets plein gaz, puis ça avance à 3 km/h. Mais le même moteur va t'amener à 1000 km/h dans le ciel. Puis là, tu dis à ton enfant, ben là, embarque. Mais lui, il n'a pas vécu toute la transition, l'adaptation de l'employé 1 à l'employé 10, à l'employé 50. Là, il se retrouve avec 50 employés. Puis si lui, tu demandes à cet enfant-là, même si dans l'entreprise, c'est qui les joueurs clés? T'es sûr qu'ils vont rester? C'est une espèce d'idée. Oui, c'est-tu les Lui, vrais... c'est juste un tas de monde. Oui, exact. Puis est-ce que même ce fils-là, avec son père ou cette fille-là, ils ont eu la conversation avec ces joueurs clés-là? Comment ils se sentent dans cette transaction-là? Puis après, là, souvent, ces gens clés-là, ils ont souvent le même âge que les parents. Donc, c'est qui la prochaine relève? You, ton talent, déjà à l'organisation pour envoyer le message à ton équipe qu'il y a de la place pour grandir. Donc, ces outils-là sont vraiment nécessaires pour avoir une image claire. Puis tu sais, l'idée, là, c'est... Je pense que des fois, les gens hésitent à faire cette radiographie-là de leur équipe, tout comme la radiographie de leurs finances personnelles ou autres, parce que des fois, ils sont autant le juge puis le tribunal. Le but, là, c'est pas de te juger. C'est un peu comme un médecin. Avant de faire un diagnostic, il faut que tu aies une image la plus claire. Tu sais, je reviens à mon exemple. Disons, tu as un oncle que tu connaissais pas puis tu hérites d'une entreprise. Tu savais pas. Première chose que tu vas faire, tu vas juste ouvrir les livres, puis tu vas regarder la santé financière de l'entreprise. Après, tu vas parler aux employés. Tu vas être neutre, c'est pas ton entreprise, tu n'as pas d'ego, c'est pas ton identité qui est rattachée à ça. Mais tu vas le faire parce que tu veux l'image la plus claire, la plus lucide. Après, tu vas avoir ton plan d'action. Fait que c'est la même chose avec ton entreprise. Même si ça fait 30 ans, il ne faut pas que tu retardes ça parce que tu as peur de ce que tu vas découvrir, puis tu vas te juger. Si tu as droit à ta conversation avec toi-même, tu te dis, non, regarde, je suis fier de ce que j'ai fait. Maintenant, je veux me faire une radiographie qui est claire. Puis est-ce que le monde sont heureux chez nous? Est-ce que le monde peut grandir? Est-ce que je sais c'est qui mes joueurs clés? Est-ce que je leur ai donné assez de temps quand on parle au niveau des RH? Puis ça, il y a d'autres volets qu'il faut faire. Puis c'est important de le faire parce que ta prochaine étape va être beaucoup plus fait avec stratégie puis pas avec regret. Parce que les gens n'oublient pas que quand ils vieillissent puis font une passation, que ce soit un enfant ou un acheteur externe, souvent, c'est la seule transaction qu'ils vont faire dans leur vie. Souvent, je leur dis, tu as peut-être mis 80 000 heures à bâtir ton entreprise. Tu as mis combien d'heures pour préparer cette passation-là qui va se passer peut-être dans 10 ans? Mais c'est peut-être que tu devrais en mettre un peu du temps dès maintenant. Clair. Donc, je pense que c'est vraiment de plus en plus pertinent de faire cet exercice-là. Puis, écoute, c'est sûr, tu prêches un convaincu, là, mais tu sais, tu as raison que des fois, nous, quand on arrive avec un système comme ça de cartographie, parfois, de moins en moins par exemple, mais parfois, j'avais un peu je le voyais, là, le malaise d'aller codifier des gens. Mais moi, je dis toujours,
est-ce que c'est vraiment une preuve d'amour envers tes employés que de ne pas les connaître, de ne pas prendre une lecture claire, d'aller les pitcher dans un rôle qui ne vont pas performer, qui ne seront pas dans leur zone de génie? On est à l'aise avec ça dans le sport. Lui, il a des mains, lui, il patine vite, lui, je vais le mettre à la défense, lui, je vais le mettre dans un but, lui, je vais le mettre à l'aile. Pourquoi? Parce que c'est là sa zone de génie. Puis on n'a aucun problème à les mesurer. On a compris que le succès pour gagner la Coupe Stanley, c'est en arrière du data. Puis pourquoi dans notre organisation, découvrir les zones de génie d'un employé, d'aller l'identifier, puis de faire une stratégie pour aller le mettre dans sa zone de génie, pourquoi c'est mal vu? Ben non, pas du tout. Au contraire, ça va être bon pour lui, ça va être bon pour ton organisation. Écoute, on arrive à la fin. Pour vrai, beaucoup de richesse dans ce que tu nous as partagé. Merci, Simon. Si on résume un peu pour les gens qui nous ont écoutés, Groupe Plante pour stratégie financière, stratégie d'acquisition, de relève. T'es clairement, je pense, un des meilleurs groupes au Canada avec qui faire affaire. Donc, tu es là pour les accompagner. Tu parlais aussi, même si tu es un employé, etc., tu accompagnes au niveau des stratégies. J'aime aussi l'idée que tu intègres l'entreprise dans la stratégie qui différencie votre groupe, d'avoir un mindset business en arrière de tout le truc. Souvent, clairement, ce n'est pas tous les conseillers qui ont cet ADN-là. Fait une bonne stratégie, on fait affaire avec un bon groupe pour la transaction ou les stratégies. Après ça, une cartographie claire de ton équipe. OK, aller déterminer c'est qui tes team leads, tes tech leads, faire des chemins de développement des compétences qui vont mettre les gens dans leur zone de génie le plus possible, s'assurer que nos gestionnaires en place, ce sont les bonnes personnes sur la bonne chaise, parce qu'il peut être expert technique, mais est-ce qu'il est un bon manager, est-ce qu'il est un bon gestionnaire? C'est pas compliqué, hein? Tu sais, moi, je dis tout le temps, Simon, je suis pas très intelligent, mais j'ai parlé à du monde intelligent, fait que ça m'aide, t'en fais partie d'ailleurs. Mais, tu sais, moi, il y a 2 personnes qui m'ont beaucoup influencé dans la méthodologie. Mon directeur général France, qui ne l'était pas à l'époque, c'est un ancien capitaine d'équipe de rugby qui a pris la présidence du club de foot de Annecy, qui est un club complètement à terre. Il a monté ça en Ligue Pro en l'espace de 8 ans. Ça a été un fleuron français. Il a porté d'ailleurs le flambeau olympique pour les Jeux de Paris. Puis là, maintenant, il est le directeur général de France de Team Factory. Lui, il a compris comment on fait pour aller chercher le cœur des humains sur le terrain puis les amener à la guerre pour gagner. Clairement, ça, c'est une science. Puis d'un autre côté, j'ai rencontré un gars aux États-Unis. Lui, ça fait 4 fois qu'il achète des business. Mais des business, là, puis il fait des coups de circuit, mais des affaires de fou. La dernière business qu'il a acheté, 125 millions de chiffre d'affaires. 25 ans d'histoire. Il a pogné ce business-là, il l'a monté à 1,3 milliard en 8 ans. Puis après ça, il vient de vendre, il y a 4 ans, pour 1,7 milliard. Fait 4 fois qu'il fait ça. Puis tu sais, Simon, quand j'ai rencontré ce gars-là, parce que là, tout le monde qui nous écoute fait « j'aimerais ça savoir sa recette », là, moi, 4 fois, ça m'énerve. Tu sais, une fois, tu dis « il était chanceux Ouais. », mais 4 fois, tu dis « OK, le gars, il a compris de quoi », tu sais. Puis le gars, il m'a dit « Tu sais, Martin, il dit, moi, j'ai juste compris une affaire. » Ils ont écrit des livres sur ce gars-là, puis il dit « Martin, je lis les livres, puis je comprends pas ce qu'il dit, je fais pas ça. » Le monde essaie de décortiquer ce qui est entre les 2 oreilles. Mais il dit « Moi, Martin, j'ai juste compris une affaire. C'est quoi la différence entre un gestionnaire et un gestionnaire qui a du leadership? » Il dit « Le gestionnaire, on le suit. Le gestionnaire qui a du leadership, on a envie de le suivre. » Il dit « J'ai compris qu'en 2025, j'ai pas le droit d'avoir des gestionnaires qu'on n'a pas envie de suivre. » Fait que le niveau de structure organisationnelle, être capable d'adresser, parce que des fois, c'est pas facile, là, mais d'être capable d'adresser avec une clarté un langage commun, puis de s'assurer que tout le monde est sur la bonne chaise, du dirigeant jusqu'au terrain opérationnel. Puis ça, c'est sûr que ça change complètement la dynamique d'une opération, d'une business. Puis ça augmente aussi l'efficacité opérationnelle et financière d'une organisation. Fait qu'on parlait, on revient à notre sujet du début, la valeur de l'organisation. Puis moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, même si aujourd'hui, tu ne penses pas vendre, fais-les. Oui, ça, c'est une pratique. Le réflexe de maximiser la valeur d'une entreprise dans tous ses aspects, c'est vraiment pas négligé parce que tu vas toujours récolter les dividendes. Exact. Fait que garde le sentiment d'urgence. Tu sais pas à quoi... Ça va pas être quand le téléphone va sonner que ça va être le temps que tu vas te commencer à te maquiller. Fais-le tout de suite. Puis au pire, tu vas juste être plus profitable, tu vas être plus... Puis aussi, ton développement va être plus facile. Si tu as des bonnes stratégies avec les bonnes équipes, ces bonnes chaises, que tu vendes ou pas, tu vas gagner. Parce que tes opérations vont être beaucoup plus simples. Donc, très fier de t'avoir dans le Team Factory Club. Je suis très fier d'avoir Groupe Plante au sein de notre équipe. Donc, l'idée, maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce qu'on fait ensemble, bien, Simon Plante, vous pouvez contacter le Groupe Plante
On te contacte par courriel, c'est quoi? Oui, notre site web, groupeplante.ca. Pour ceux qui sont passionnés de bourse, bien, on a notre chaîne YouTube, Groupe Plante aussi. Puis, ça me fait plaisir de collaborer dans les prochaines années avec votre équipe. Yes, c'est juste un début. Merci. Merci.